Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, beaucoup de belles choses et de moins belles à dire. On commencera évidemment avec l'analyse du match contre Offenheim et le match nul de partout qui aura cassé le cœur de tous les supporters lyonnais. Puis on enchaînera avec d'autres infos. On préparera le derby et aussi une info, les gars, qui est peut-être terrible, voire même dramatique. Les gars, on analysera ça, puis on verra ce que ça donne, où est-ce que ça va nous emmener. Donc c'est parti les gars pour la vidéo. On commence donc avec le 4e rencontre de Ligue Europa, les gars. L'OL s'en allait en Allemagne pour affronter le TSG Hoffenheim, les gars, 16e actuellement de Bundesliga. Alors ça aurait pu mieux se passer, on va faire l'analyse joueur par joueur après, l'analyse du coach aussi, on va parler de beaucoup de choses pour analyser ce match, mais on va commencer par la physionomie du match, une analyse plutôt collective. Alors on va dire que Pierre Sage faisait jouer l'équipe B tout simplement, il a mis pas mal de joueurs qui étaient remplaçants, ce qui nous a permis de voir la fracture entre ceux qui méritent de jouer le week-end et ceux qui ne méritent moins, on va dire, voire même méritent pas du tout. Donc on a vu un Noël plutôt dominé, j'ai envie de dire. Alors certes, on avait la possession, surtout en première mi-temps, mais on ne se crée aucune occasion, voire même aucune situation. Dans la première mi-temps, on devait avoir que maximum 2 actions qui étaient dans la surface adverse, et dès qu'on les menait, tout simplement, on perdait le ballon très très rapidement. C'était très mauvais à ce niveau-là. Tandis que les Allemands, eux, de leur côté, même s'ils avaient un poil moins de possession que nous, ils arrivaient à se faire des situations, voire même des grosses occasions qui se sont conclues, on va dire, par des arrêts de décamp ou par des interventions de la défense, et encore inespérées à certains moments. Donc ça, on en reviendra lors de l'analyse joueur par joueur. Mais voilà, donc cette première mi-temps, on a fait jouer l'équipe B, donc des joueurs qui ne sont pas très performants, et on l'a vu, qui n'ont pas le niveau pour la Ligue Europa, même contre un club qui est 16e de Bundesliga. Donc ça, c'était pas fou. Ensuite, on rentre au vestiaire, deuxième mi-temps, ça commence pareil, et vous savez quoi, logiquement, on prend un but à la 47e minute. Seulement 2 minutes après, voire même 1 minute 30 après l'entrée des joueurs sur le terrain, on se fait punir, et c'est plutôt logique, parce que vu la physionomie de la première mi-temps, et depuis la rentrée, et encore jusqu'à la 60e minute, on s'est fait dominer dans tous les secteurs de jeu. Le milieu était transparent, la défense essayait d'exister tant bien que mal, essayait de résister tant bien que mal. Malheureusement, ça ne l'a pas fait, ce qui fait qu'on a pris occasion sur occasion, et qu'on a pris justement un but à la 47e minute. Donc ça a été plutôt mauvais, on va dire, sur ce point-là. Ensuite, on a enchaîné avec la rentrée de pas mal de titulaires. On en reviendra aussi dans l'analyse joueur par joueur, qui a fait changer le match, mais un truc de fou. Donc c'était préparé par le coaching de Pierre Sage, on en reviendra aussi après. Donc dès que ces joueurs-là sont entrés, donc on avait Maitland, Niles, Fofana, Lacazette et Cherki. Dès que ces 4 joueurs sont entrés, le match a changé de dynamique instantanément. D'un seul coup, les gars, l'OL s'est métamorphosé. Ça accélérait le jeu de partout, on trouvait vite des appuis, on s'appuyait sur Lacazette qui a un jeu de corps exceptionnel, on en reviendra après aussi. Je me répète, mais l'analyse joueur par joueur va être assez profonde, on va dire, assez poussée. Mais en tout cas, ça a changé totalement la physionomie du match, ce qui fait qu'on a égalisé assez logiquement, parce que là, on en avait des situations, on en avait des occasions, et on commençait à frapper. Donc Abner a marqué le but après une frappe contrée de Ryan Cherki. Donc ça, c'était beau aussi, ça récompense Abner, encore une nouvelle fois. Puis voilà, on a continué à enchaîner, on a continué à pousser, on dominait, on pouvait aller chercher le résultat, parce que vraiment, Offenheim n'existait pas depuis le premier but, et ce jusqu'à la 93e. Et donc pendant cette période, on a appuyé, on a permis de lancer nos joueurs en profondeur, qui ont fait vraiment beaucoup de taf, qui ont cassé les reins des défenseurs. Le milieu était plus connecté aussi depuis l'entrée de Tolisso plus tard, et ce qui a permis donc à la 93e minute de marquer grâce à l'intermédiaire de notre capitaine et notre général Alexandre Lacazette, qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais en Coupe d'Europe, à égalité avec Juninho à 18 buts. Donc ça, c'était une belle stat qui vient de lui rendre hommage. Donc il a marqué le but du 2-1, et là on se dit, trop bien les gars, on a marqué, on va gagner ce match. Non. On connaît tous le scénario, on l'avait tous dans le coin de la tête. Je pense que la majorité des Lyonnais sentaient la clim arriver, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on se connaît, et on connaît Offenheim, et ça fait 3 rencontres qu'on fait 3 matchs nuls, et que ces 3 matchs nuls, c'est parce qu'on prend un but dans le temps additionnel. Les 2 dernières fois, c'était par Kramaric. Bon, cette fois, il était sorti avant. Mais voilà, on avait cette petite historique qui fait qu'on n'était pas très serein, et qu'on avait cette appréhension dans nos esprits de se dire qu'on risque de prendre un but, et ça aura été le cas. Erreur professionnelle à la 95e minute, on prend un but. Alors là, il y aurait dû avoir 2 options.
Quand on marque le but du 2-1, il reste que 2 minutes de temps additionnel. Donc là, tu as deux options. Soit dès l'engagement de Hoffenheim, dès la première récupération, après on fait tourner. On joue comme des lâches, pas de problème, on met le bus devant la défense, on défend à 10, à 11 dans la surface de réparation, personne passe, personne marque, aucune frappe, on cadre les joueurs à fond, et dès qu'on a la balle, on fait tourner, on fait un tour, on passe par des camps, on marie, Galeta Tchar, on retourne à gauche avec Abner, on va à droite avec Koumbedi, bon c'était Maitland-Niles après, on touche au milieu, on revient, mais il faut jamais prendre de risque à ce niveau-là. Quand on gagne 2-1, quand on marque à la dernière seconde et qu'il reste que ça, on doit jouer la montre, on doit temporiser. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et on a eu des erreurs qui ont fait qu'on a pris un but, tout simplement à partir d'un dégagement raté de Descamps, puis après d'une action de jeu et d'un but assez joli de Hoffenheim qui n'aurait jamais dû être marqué. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est fini. C'est une erreur professionnelle. Quand tu es joueur de foot, quand tu joues la Ligue Europa, quand tu es limite payé le prix que tu es payé, quand tu gagnes 2-1 à la 93e minute, tu dois verrouiller le jeu. La cage, il doit même plus avoir un espace de la cage qui est visible. Les 11 joueurs doivent être dans la cage. Impossible de frapper. Le pressing doit être un truc de malade, quitte à faire une faute. Détruisez le joueur adverse. Mais là, on ne peut pas se permettre ça. C'est incompréhensible. Voilà pour l'analyse collective, on est 9e de Ligue Europa, donc il nous reste encore pas mal d'équipes à jouer. Et on va passer maintenant sur l'analyse joueur par joueur, à commencer, cette fois je le fais, d'habitude je le fais pas trop, l'analyse de Pierre Sage. Alors beaucoup lui sont tombés dessus, c'est plus français, sur notre coach français. Pourquoi? Parce qu'il a fait tourner, voilà. Il a joué avec l'équipe B, moi je suis d'accord avec lui, je vais vous expliquer pourquoi, et je pense que c'est compréhensible ce qu'il a fait. Alors, par rapport à ce qu'on dira tout à l'heure, l'OL est dans une crise financière très très grave, ce qui fait qu'on doit forcément prioriser le championnat, parce que l'objectif, qui est limite vital, est d'aller en Ligue des Champions. Et si on ne le fait pas, on risque d'en payer très très fort les pots cassés. Et ça peut être très compliqué à gérer. Donc priorité en championnat. Ce week-end, on a le gros derby à jouer. C'est ce soir, les gars. C'est ce soir, et on doit les taper. Donc ça, il n'y a pas de... C'est le match le plus important de la saison. Alors je me répète, mais on préfère évidemment gagner les derbies qu'un vulgaire match contre Hoffenheim alors qu'on est qualifié presque en Ligue Europa. Très bien, ensuite on enchaîne. Dans ce format de Ligue Europa où il y a 8 matchs, forcément il y a des matchs où on va tourner. On est déjà presque qualifié, comme je viens de le dire, et il nous reste des matchs très très abordables à jouer contre Karabag, je pense, contre Ludogorets, je pense, Fenerbahçe prenable, et Schalke, ce sera... Non, oui c'est Schalke. Non, c'est Francfort. Je sais plus. Merde. C'est Francfort, voilà. Non, c'est pas Francfort. Bref, le dernier allemand qu'on joue, je crois que c'est Francfort. Oui, il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Bref. Le dernier match contre Francfort est aussi, on va dire, possible de gagner, mais ce sera le match le plus difficile de ceux qui nous restent. Mais en Ligue Europa, il faut penser qu'on est déjà qualifié. Le seul enjeu, c'est est-ce qu'on va finir dans les 8 premiers ou dans les 24. C'est ce qu'on devra aller chercher. En tout cas, je pense qu'on a la capacité de finir dans les 8, même en sacrifiant ce match contre Hoffenheim. Par contre, il faudra être sûr de gagner nos matchs abordables de la deuxième partie des rencontres qui nous restent à jouer, donc notamment Ludogorets et Karabag, qui sont obligatoirement à gagner. Ensuite, on verra où on en sera, et on se permettra de juger avec les matchs qui nous restent, même s'il me semble que Ludogorets, c'est le dernier match de Ligue Europa. Bref, donc voilà. Ça, c'est compréhensible aussi. Et d'ailleurs, on a beaucoup de matchs à jouer. Si on va en phase finale de Ligue Europa, on aura peut-être une cinquantaine de matchs à jouer dans la saison. Donc, ça va être compliqué de finir la saison avec des bonnes pattes. Alors, quand on a la capacité de faire tourner, qui plus est en phase de poule de Ligue Europa, donc un match qui compte moins que la Ligue 1, on va dire, on peut faire tourner, on peut avoir la capacité. Alors, pour le moment, on est au mois de novembre, et nos joueurs ont la capacité de faire un match tous les 3 jours. Certes, en février, si on ne les a pas économisés, ça va commencer à être difficile. Alors au mois d'avril-mai, quand ce sera le sprint final, je vous garantis que là, ça va se faire ressentir par rapport à des équipes comme Marseille qui ne jouent qu'une fois par semaine, par exemple. Donc ça va être compliqué, ce qui explique pourquoi il a fait tourner. De plus, ça allait marcher. Regardez, le plan, c'était mettre la pression avec l'équipe B, ce qui était le cas. Bon, on a pris un but, c'était une anomalie qui a été réglée. Et ensuite, les 30 dernières minutes, c'était d'appuyer avec nos titulaires qui rentraient. C'était la stratégie qu'a annoncé Pierre Sage après la rencontre. Et ça fonctionnait, regardez les gars.
on a mis un partout, puis après on allait chercher le 2-1. Alors à la dernière seconde, ça semblait presque inespéré, mais en même temps logique vis-à-vis de la domination qu'on imposait aux Allemands. Mais à part cette erreur professionnelle qui n'aurait dû jamais être prise, on n'aurait dû jamais prendre ce but, malgré ça, on aurait fonctionné. Donc la tactique de Pierre Sage aurait marché. Pour moi, la seule erreur qu'il fait, c'est le dispositif, avec 5 défenseurs et 2 milieux, alors qu'on préfère être plus équilibré, et c'est le cas avec 4 défenseurs et 3 milieux, on est meilleur comme ça je trouve. Et la deuxième erreur, c'est peut-être d'avoir mis Descamps à la place de Perry. Alors il faut lui donner du temps de jeu, mais Karabag est à un niveau plus faible, Ludogorets à un niveau plus faible, pourquoi pas lui donner du temps de jeu dans ces rencontres-là, plutôt que contre Hoffenheim. C'est pour moi les deux seules erreurs de Pierre Sage. Après je trouve que le coaching a été gagnant, et les faits nous le montrent, mis à part l'erreur professionnelle qui est vraiment une erreur dans le système, dans le code on va dire du match. Ça n'aurait dû jamais se produire, sinon le match était tout calculé par Pierre Sage, tout se passait comme il le souhaitait. Un peu, il aurait fallu se faire désirer, surtout pour le deuxième but, mais du moins ça allait marcher. L'analyse des joueurs maintenant, je vois qu'on est déjà à 10 minutes sur ce match, mais on va finir quand même avec l'analyse des joueurs. Ligne par ligne, on commence par Descamps, pour moi qui a fait un bon match sur sa ligne. En termes d'arrêt, il a réalisé deux plutôt beaux arrêts, donc ça c'était pas mal. Il nous a montré qu'il était capable sur sa ligne d'assurer et de limiter les pots cassés. Par contre, que ça soit en sortie ou au pied, je suis désolé, mais Rémi Descamps, c'est pas possible en fait. Regardez sur le deuxième but, il est responsable de l'action qui amène ce deuxième but d'Offenheim, parce qu'il met un dégagement dans le centre. Moi, en N9, on m'apprenait, on dégage jamais dans l'axe. J'étais même pas gardien. Mais tout le monde disait, on ne dégage jamais dans l'axe. Il joue en Ligue Europa à un niveau de malade, Rémi Descamps. Certes, il a fait que 8 matchs dans sa carrière, mais au pied, il loupait déjà toutes ses relances, et il nous cause quand même un but, enfin du moins une action de jeu qui a amené le but. Et ça, c'est très très dommage, et malheureusement, ça entache un peu sa performance qui reste plutôt globalement correcte, si on parle beaucoup notamment de ce qu'il a fait sur sa ligne. La défense à 3 maintenant. On va prendre les 3 centraux. On va commencer par allez, le petit nouveau, enfin celui qui joue le moins, Warmed Omari. Donc Warmed Omari, c'est un match en demi-teinte, on va dire qu'il a fait du 2 tiers, 1 tiers. Donc les 2 tiers du match qui étaient le premier, les premières 30 minutes et les premières, non, on va dire 45 minutes et un peu la fin aussi, même plus, bref. Il a joué 2 tiers du match où il a fait plutôt une rencontre assez difficile, on va dire. Il a été pas forcément très juste techniquement, dans les duels il n'a pas été très incisif, et il a causé entre guillemets, enfin il est responsable aussi avec Abner, du premier but d'Offenheim, parce qu'une erreur de marquage et il n'arrive pas à couper la ligne alors qu'il aurait pu le faire. Donc je pense qu'Omari n'a pas réussi sa prestation, et que même si on a vu des choses encourageantes, même si pendant une période du match ça a été plutôt pas mal, on aimerait le voir progresser, et là la rencontre n'a pas été du moins la meilleure qu'il a fait de sa carrière, évidemment. Autre défenseur central, on va partir sur Galetachar. Plutôt une bonne prestation globale, on va dire. Rien de mauvais, enfin qui nous attire l'œil, on va dire. Mais rien non plus de bon qui nous attire l'œil. Il a été là à la relance, il a été présent au jeu de tête. Il nous a montré qu'il pouvait gagner des duels, même s'il y a quelques moments lors des derniers matchs où c'était plus compliqué. Là, il a été plutôt en forme. J'ai trouvé un match globalement correct de Galetachar, même si il a moins joué aussi récemment. Clinton Mata, maintenant, il s'est imposé en vrai patron de cette défense. Grosse prestation globale de Clinton Mata. L'Angolais a réalisé une performance technique, c'était un show. Le mec était brésilien, il était numéro 10, t'as l'impression. Il sortait des roulettes en défense, il sortait des feintes, ça partait en petit pont. C'était magnifique. Il s'imposait aussi au jeu de cœur, au jeu de corps, pardon. Donc les gars, il prenait le ballon, quelqu'un lui faisait la passe alors qu'il était bas. Il commençait petite roulette ou alors une petite feinte. Après, il faisait une petite course sur 30 mètres, balle au pied, il faisait une course, et bougeait au physique tous les adversaires avant de relancer propre. Donc balle au pied, j'ai trouvé ce joueur, Clinton Mata, exceptionnel, et c'est de plus en plus le cas, j'ai remarqué, ces derniers matchs, donc il s'impose vraiment en patron. Et je pense qu'en défense centrale, à côté de Niakate, il peut avoir une belle complémentarité, il apportera de la vitesse et de la justesse technique. Quand Niakate, je dis pas qu'il apporte aucune qualité technique, mais Niakate est plus le profil du défenseur qui va gagner tous ses duels et qui s'impose par sa taille et par son jeu de corps. Voilà pour l'analyse de Mata. On va passer sur nos pistons, à commencer par Koumbedi. Koumbedi qui a de plus en plus de temps de jeu, certes, et ça me fait plaisir parce que c'est un joueur que j'apprécie, qui nous a montré un caractère exemplaire.
dans le sens où dès qu'il perdait le ballon, il allait et très agressivement rechercher le ballon. Il allait au duel direct, à la récupération instantanément, le pressing très très bon. Par contre, techniquement, j'ai trouvé Koumbedji en deçà de l'équipe, même si beaucoup de gens dans cette équipe, en tout cas en première mi-temps, ont été mauvais techniquement. Donc je pense qu'il peut encore améliorer ce point et que défensivement, pareil, malgré son caractère exemplaire, il a du progrès à faire dans le placement notamment. Amner de l'autre côté, défensivement c'est plutôt compliqué, il y a quand même des lacunes qui se voient assez, notamment sur le premier but d'Offenheim où il est responsable du marquage sur le buteur qu'il n'a pas assuré. Donc malgré ça, il y a aussi quelques erreurs dans les duels et tout, dans le timing je pense, mais très très bon joueur offensif et c'est illustré une nouvelle fois par un but. Toujours une très grosse présence et une très bonne qualité technique. Il est là aussi pour s'imposer en conduite de balle. Je trouve qu'il fait de belles choses devant et que quand on est contre une équipe assez faible et qu'on se doit d'imposer une pression constante, il peut être un bon profil, même si Tolisso est quand même à une mesure supérieure dans tous les secteurs de jeu que Abner. En tout cas, c'est une belle alternative qui, en progressant, deviendra un très bon joueur. Le milieu de terrain maintenant, on est déjà à 15 minutes, putain, la vidéo va être longue. Tessman, les gars, Tessman, bon techniquement aussi à la ressortie de balle, même si je ne l'ai pas trouvé très très bon dans les duels. Encore une fois, à l'image de l'équipe, après, il n'avait personne de très imposant et de très bon techniquement autour de lui qui l'aurait aidé à s'appuyer, que ce soit dans le placement ou alors dans la passe. Mais en tout cas, il a été bon pour ressortir les ballons, moins bon en duel. Je trouve qu'il n'a pas assuré cette couverture qui aurait dû être le cas en 6. Malheureusement, on a joué à 2 milieux de terrain, ça peut causer ça. Au niveau du placement, c'était compliqué. Est-ce qu'il devait jouer en 8? Est-ce qu'il devait jouer en 6? Est-ce qu'il des fois, il devait monter un peu plus alors que c'était le rôle de Cacré? Ça dépendait, on ne sait pas trop comment ça devait s'orchestrer, donc je pense que cette prestation, moins bonne que le dernier match qu'il a fait, aurait pu s'expliquer justement par ce placement à 2 milieux de terrain. Cacré invisible. Invisible, je suis désolé Cacré que ça soit balle au pied qui tentait des choses improbables. Il n'a réussi à rien une nouvelle fois, Maxence Cacré ne doit pas jouer. Veretout aurait pu jouer ce match, voire même Tolisso. Il aurait dû rentrer plus tôt. Tolisso d'ailleurs qui a fait une prestation correcte pour sa rentrée en très peu de temps, donc ça j'ai trouvé plutôt bien, mais Cacré n'aurait jamais dû jouer. Encore une fois, il n'a rien prouvé, il a juste fait acte de présence, rien de plus. Devant, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Miko Tadze n'a pas touché un seul ballon. Le roi Georges, malheureusement, a proposé de belles choses sans le ballon au pied. Malheureusement, dès qu'il touchait un ballon, à l'image de toute la ligne offensive, il le perdait instantanément et c'était très compliqué. Donc malheureusement, balle au pied, ça n'a pas été ça, même s'il a montré de beaux appels, de bons décrochages et quelquefois des bons retours qui ont quand même pu aider la ligne inférieure, notamment celle du milieu de terrain en prenant les pistons. Gift Orban, c'est pareil, les gars, aucune qualité dans ce match. Il nous a montré que ce joueur ne doit pas être à l'Olympique Lyonnais, c'est triste, il avait bien démarré la saison. Malheureusement, notre cher Orban va devoir, je pense, s'en aller assez vite parce qu'il ne sert à rien dans l'équipe. Il n'a aucune qualité que d'autres joueurs n'ont pas, il ne s'illustre pas. Balle au pied, dès qu'il avait le ballon contre Offenheim, il le perdait instantanément. Le ballon, t'as l'impression, il s'arrêtait net. Enfin, tu sais pas comment il arrivait à se faire, mais lui, il continuait sa course, mais le ballon s'était arrêté avant. Ou alors, il devait frapper en une de touche, ou alors crocheter. Malheureusement, il a attendu, il s'est fait prendre le ballon. Je pense notamment à un magnifique tacle allemand. Mais en tout cas, voilà, aucune qualité pour Gift Orban, en tout cas présentée dans ce match. Saïd Benrahma, une nouvelle fois, n'a pas touché un seul ballon, malheureusement. Alors, c'est un joueur qui est très très bon quand il est à 100%. Malheureusement, il n'est pas à 100%, et enfin, il n'est pas à son prime, on va dire. Donc, Saïd Benrahma a touché peu de ballons, à l'image de toute la ligne offensive, ce qui fait que ça a été très compliqué et qu'il n'a eu rien à se mettre sous là-dedans. J'ai juste une action en tête, c'est quand il avait le ballon, il pouvait faire une passe en profondeur à droite sur Orban, je crois. Il pouvait s'appuyer sur Miko Tadze, il me semble, en buteur ou en tant que pivot, et il y avait quelqu'un qui faisait un appel à gauche. Donc là, il avait trois options qui auraient pu être plus dangereuses que ce qu'il a choisi. Il a choisi de frapper, et je pense que là, l'intelligence de jeu a été juste un peu en dessous de ce qui nous a habitués à faire. Donc Benrahma, prestation globale à l'image de la ligne offensive, assez transparente, malheureusement. Nos rentrants, tout simplement exceptionnels, ils ont dynamité le jeu. Lacazette, même s'il marque peu, et là heureusement il a marqué, et ça lui fait du bien je pense, et tout simplement il a été brillant par son jeu de corps. Personne ne le passe, t'as l'impression il fait 7 mètres de large. Le mec, avec juste ses épaules et son bras, il arrive à passer devant tout le monde et personne arrive à le doubler. Ça c'est fort, même s'il est lent, il est tellement puissant que même dos au jeu et quand il se retourne, il est tout simplement exceptionnel et je pense que c'est le meilleur joueur de Ligue 1 qui est à ce profil.
c'est exceptionnel ce qu'il fait, franchement, c'est magique. Tu vois que personne passe, alors que les autres joueurs sont plus rapides que lui, personne n'arrive à passer, et donc il marque, et ça c'est beau. Cherki a été un peu cafouillis, je pense, dans ses dribbles, même s'il a une bonne prestation qui a bien accéléré le jeu. Je pense que parmi les entrants, c'est celui qui était un poil en dessous des autres, justement parce que ça a été un peu brouillon. Donc ensuite, Maitland-Niles a toujours apporté cet apport offensif qui nous apporte récemment, et il fait toujours du bien, et je pense que dans la connexion, ça aurait été pas mal. Tolisso aurait dû rentrer précédemment, et Malik Fofana, encore une fois, a fait virevolter les défenses adverses, il les a rendus aveugles, muets, sourds, ils ne savaient plus quoi faire, c'était beau, et malheureusement, ce sera soldé par un match nul de partout. Mais Lyon reste dans la course et est limite déjà qualifié. Et voilà, pour notre prestation contre Offenheim, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, il y avait beaucoup de choses à dire, ça nous a pris 20 minutes, on va essayer d'aller vite pour la suite de la vidéo, les gars, la deuxième partie, c'est parti donc pour la suite. Deux informations pour terminer la vidéo, d'ailleurs la plus drôle, on va dire la meilleure pour préparer ce derby. Lacazette a dit en conférence de presse qu'il ne portait pas de vert chez lui et que le vert était la couleur interdite et bannie dans sa maison, donc c'est bien, c'est un joueur lyonnais par excellence. Et j'ai hâte de voir ce derby, j'espère qu'il y aura de l'intensité, j'espère que s'il faut mettre des coups, on en mettra avec nos joueurs du centre de formation qui ont rappelé à tout l'effectif l'importance de ce match. Je pense à Tolisso, Lacazette, Cacré, Cherki, notamment Lopez dans le vestiaire, il a dû communiquer, ils ont dû communiquer la hargne qui doit être exercée ce soir les gars au stade. J'y serai d'ailleurs, un vlog sortira d'ici demain, mardi ou mercredi. Donc en début de semaine prochaine, un vlog sortira en vidéo un petit peu bonus. Ça fait plaisir. Voilà, autre info pour le derby, comment ça s'appelle, des espèces de filets de protection seront devant les virages nord et sud, à juste titre, pour que le match se déroule dans le mieux possible. Je trouve que malheureusement, c'est ce qu'il fallait faire pour éviter des incidents type Payet contre Lyon il y a quelques petites années. Voilà pour ça. Info cette fois-ci terrible, difficile à entendre et qui peut nous mener très très loin et qui fait vraiment mal au cœur. Donc il paraît que Eagle Football a une dette de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Donc ça c'est extrêmement négatif. Les clubs français, quand s'ils présentent un budget comme ça à la DNCJ, ils passent pas. Je vous le dis tout de suite, ils passent pas et les sanctions sont très lourdes. Ça on y reviendra après. Mais du coup 500 millions de dettes. Alors John Textor s'est engagé à au moins rétablir 250 millions, en tout cas donc la moitié de la dette. Alors ça va être compliqué. Il prévoit la vente de Crystal Palace récemment, qui devrait ne pas tarder. Il prévoit aussi un apport personnel et avec sa holding, donc de Eagle Holding. Enfin, je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas c'est la holding de John Textor. Donc ça permettrait déjà d'assurer pas mal, et aussi avec la vente de joueurs. Ce qui fait que Cherki, je pense, que Fofana aussi, si offre, on va dire, satisfaisante cet hiver, il y a une vente, il sera. Alors je fais le poète parce que c'est d'un ton un petit peu ironique, mais en tout cas, si les joueurs doivent partir, malheureusement, ça risque de tomber sur nos joueurs à forte valeur marchande, et on va être limite devoir brader un peu les prix parce qu'on est dans la nécessité de se rétablir. Donc voilà, donc ce sera les trois axes qui vont permettre de rétablir la dette à moins 250 millions au lieu de moins 500 millions si tout est fait du mieux qu'il peut. Et si ça va être obligatoire. Bon, déjà, le seul point positif, c'est que nos dépenses ont diminué grâce à nos récentes performances sportives plutôt bonnes, on va dire. On a diminué les dépenses annuelles, ce qui fait que la dette ne s'agrandit pas comme elle a pu s'agrandir récemment et qu'on est en train de gagner un peu d'argent et qu'on doit rétablir cette dette. Donc, ce qui expliquait ce que je disais en tout début de vidéo, la Ligue des Champions est obligatoire, sinon le club risque limite de couler. Alors la DNCG peut imposer des sanctions dès janvier avec une interdiction de recruter, une obligation de vendre pour un tel chiffre, mais d'autres journalistes sont plus pessimistes et voient même une relégation administrative comme la Juventus par exemple dans le passé. Alors imaginez seulement l'OL en Ligue 2, on l'a esquivé comme des fous l'année dernière en présentant une saison exceptionnelle, en présentant une saison magique qui était tout simplement exceptionnelle, je me répète mais c'était incroyable. Alors là on devrait être sanctionné administrativement pour un Américain qui ne sait pas gérer ses finances, alors que nous y sommes pour rien. Et ça, c'est horrible. Bon, il y a une autre option aussi. John vend enfin, je l'appelle John, mais Monsieur Textor vend les parts de l'Olympique Lyonnais. Il est possible aussi que Eagle Football ne soit plus propriétaire de notre club de cœur d'ici les prochains mois, donc c'est sur le moyen terme. En tout cas, il faudra veiller à ce que la DNCG va nous dire dès janvier, parce que une relégation administrative, même si les chances sont infimes en janvier, n'est pas à exclure.
Cet été, ce sera encore pire. Il faudra vraiment faire attention à nos comptes. Et en tout cas, John Textor doit faire quelque chose parce que je veux bien qu'il croit que l'argent, ça coule à l'illimité, mais ici, on n'est pas en Amérique, on est en Europe et les gendarmes financiers sont plus stricts, surtout en France. Donc, il va falloir vraiment s'imposer avant que la DNCG nous rattrape et ça peut être très très violent. Le club peut aller en Ligue 2, j'imagine pas tout l'incident que ça va faire. Perte de joueurs, perte de beaucoup de pépites, perte d'un staff qui pour le moment fonctionne, perte d'une grande capacité de marque. Limite, on pourrait vendre notre stade et devenir seulement locataire. On pourrait aussi perdre une capacité de satellite, on va dire, je pense, à la Pelé Academy précédemment. On a rompu notre accord avec eux. À notre académie en Asie, à notre académie de l'AS Dakar Sacré-Cœur, qui nous fournit encore des joueurs de qualité. On pourrait faire un plan social énorme qui pourrait mettre au chômage aussi beaucoup de monde. Donc les finances, s'ils ne vont pas et qu'on va en Ligue 2, le club va prendre très très cher, on risque de repartir de rien et ça peut être très 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 compliqué pour nous. Voilà pour la vidéo, on s'arrête là avec cette info qui est assez triste, donc voilà, c'est un peu chiant. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo information avec la description, l'analyse du derby et de tout ce qui en sera découlé donc, dans cette semaine. La pression monte, hier les supporters sont allés à l'entraînement et ont montré leur soutien à l'Olympique Lyonnais. Nous on se retrouve sinon plus rapidement, donc d'ici le début de semaine prochaine, pour ce vlog au Groupama Stadium, pour le premier derby depuis 2 ans, depuis plus de 1000 jours, à peu près 2 ans et demi. Le 125e derby qui pour le moment tourne à l'avantage de l'OL, 46 victoires à 44, et le reste c'est des matchs nuls. Donc voilà pour ça, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Allez, on se retrouve bientôt. Les gars, on se laisse sur une phrase de Bart Rudzal, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.